Bonjour, on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'août et en août j'ai quand même pas mal lu, 11 livres, c'est à peu près la moyenne mensuelle que j'arrive à faire, mais bon, c'est déjà très bien parce que franchement ça fait pas mal baisser ma pile à lire. Enfin, ça c'était au début du mois parce qu'après ça a été un peu une catastrophe. Je vais vous raconter ça en détail. Alors, au mois d'août, c'était déjà la fin de ma pile à lire spéciale États-Unis, donc il y a des livres que vous avez vu passer dans cette pile et que j'ai lus. Et aussi, une fois arrivée à la dernière semaine du mois d'août, j'avais fini tous les livres que j'avais apporté à Marseille et donc j'ai pioché dans les livres que j'avais sur ma liseuse et ça a été quand même des petites déceptions. Donc voilà, ça a été un bilan plutôt mitigé en termes de lecture, mais bon, on va faire ça en détail. Comme d'habitude, on commence avec des statistiques. Donc, je vous disais 11 livres lus, 4 écrits par des femmes, 5 écrits par des hommes, et il y a 2 livres qui sont écrits à 4 mains, avec donc un duo homme-femme. Ça, c'est pour les statistiques, on est plutôt sur un ratio équilibré. En termes de genre, là, pas du tout. J'ai lu 8 livres de science-fiction, fantasy, fantastique et seulement 3 de littérature blanche. Au mois d'août, c'était les vacances. J'ai, comme en juillet, fait une croix sur lire des essais. On va essayer de reprendre les bonnes habitudes avec la rentrée de septembre. En termes de saga, je n'ai terminé aucune saga au mois d'août. Par contre, j'en ai continué 2 et une, vous allez voir, je l'ai vraiment continué. Donc ça, c'est cool. Et par contre, j'en ai commencé 2 de saga que je pense continuer. Certaines, je m'arrête après le tome 1, je les abandonne, mais là, elles me tentent pas mal. Donc je pense que je vais les continuer. Vous avez l'habitude, c'est toujours le même menu pour ces vidéos. On va donc commencer par la littérature de l'imaginaire. 8 livres ici à vous présenter donc. Comme je vous disais, il y en a pas mal que j'ai lus en numérique, donc je vous mettrai les couvertures au fur et à mesure. J'ai commencé par Dynastie d'Ilona Andros, qui est un livre écrit à 4 mains avec un couple, une femme Ilona quelque chose et un monsieur quelque chose Andros. Bref, ça donne leur pseudo. Et cette saga, je l'avais mentionné en plus de ma pile à lire spéciale États-Unis dans une vidéo où je cherchais une saga pour remplacer La Roue du Temps, que j'ai malheureusement fini. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, on va lire ça en vacances. Et donc, on va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui est enquêtrice un peu à la Véronica Mars. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et elle va devoir s'allier, on est dans de l'urban fantasy, du coup je pouvais peut-être préciser ça, et elle va devoir s'allier à un homme ultra puissant qui vraiment maîtrise la magie à un niveau incroyable. Et leur but, et pour des motivations différentes, ça va être de retrouver une autre personne qui a aussi des pouvoirs incroyables, mais qui fait des actions terroristes, ou en tout cas qui s'apparente à du terrorisme. On ne sait pas trop pourquoi. Il détruit l'univers dans lequel on est. On est bien aux États-Unis, ça je vous avais dit dans ma pile à lire que c'était le critère. On est aux États-Unis dans un monde d'urban fantasy. Il y a eu une mutation médicale qui fait que les plus riches ont accès à différents types de pouvoirs qu'on maîtrise plus ou moins, et il y a un système de hiérarchisation en lien avec ces pouvoirs. Pour le résumé, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en fait on va arriver progressivement vers mon avis. C'est de l'urban fantasy, il se passe pas énormément de choses, je trouve. Voilà, c'est vraiment du young adult en urban fantasy, c'est un petit peu parfois cliché, facile, mais ça a fait le job et j'ai passé un vrai bon moment de lecture. Je me suis attachée à cette jeune fille, j'ai oublié le nom encore une fois, à ses aventures, à ses drames. L'histoire d'amour qui arrive, elle est pas incroyable, elle est pas originale, mais elle m'a pas fait abandonner le livre. En fait, je me suis dit pourquoi pas. Et le tome 2, je vais lui laisser une chance parce que j'ai envie de savoir où ça peut aller. Et j'ai peur que ça soit redondant ce tome 2. Mais franchement, en petite saga sympathique qui se lit plutôt vite, je vous conseille Dynastie. Encore une fois, c'est pas la saga de l'année, c'est pas la lecture la plus recherchée, la plus aboutie, l'univers le mieux construit, mais on passe un bon moment de lecture et finalement, j'en attendais pas beaucoup plus. Deuxième lecture en fantasy, c'est Diamant de Vincent Tassi, qui était la lecture conseillée par Morgane pour le challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Et ça a été une lecture étrange, vraiment étrange, dans le sens où
J'ai compris tout ce qu'il faisait, que pour Morgane et pour d'autres personnes, c'était une lecture incroyable, un coup de cœur. Mais moi, j'ai été hermétique. C'est comme si, en fait, je voyais ce monde à travers une vitre, un verre, un peu comme une boule de neige. Et en fait, moi, je voyais ça. Je voyais que c'était beau, mais ça me touchait pas en termes de ressenti, d'émotion. J'ai pas vibré à la lecture du livre, même si, et je le reconnais, hein, Vincent Tassi a une plume vraiment très poétique. Et ce qu'il met en avant, c'est vraiment touchant, poétique, mais moi, ça l'a pas fait. Alors, pour l'histoire, on est donc dans un monde imaginaire dont on sait pas grand chose en fait. Donc il y a une prophétie qui se met en œuvre, prophétie qui annonce l'arrivée de Lorelai, un truc comme ça en termes de nom. Pareil, j'ai oublié tous les noms, merci ma mémoire. Et cette personne, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qu'elle veut, on ne sait pas trop ce qu'elle fait ici, mais on sait qu'elle est importante. Et donc le royaume va tout faire pour bien l'accueillir. Sauf que cet homme un peu providentiel, il arrive dans un des royaumes et pas dans les autres. Et à cette division un petit peu hasardeuse, aléatoire, va se jouer les divisions géopolitiques qu'il y a déjà dans l'univers. Et il va y avoir des guerres qui vont se déclencher, des conflits. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la dernière partie du livre où il y a vraiment un aspect géopolitique, avec des royaumes qui se font la guerre, des stratégies qui se mettent en œuvre. Ça, j'ai bien aimé. Après, tout le reste, la dimension religieuse, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas, donc ça ne m'a pas touchée. Lorelai, je l'ai trouvé détestable. J'ai trouvé que sa relation avec le valet est toxique, que pour moi, c'était pas suffisamment dénoncé, le fait que ça soit toxique, ou en tout cas que c'était à nous, lecteurs et lectrices, de se dire que c'était toxique et donc problématique, et que j'ai trouvé que l'auteur l'avait pas explicitement dit, et ça m'a un peu mise mal à l'aise. Et les personnages ne m'ont pas touchée. Voilà, bref, ça a été un fail. Je pense que ça a été un échec. Je pense que je l'aurais abandonné si ça n'avait pas été une lecture conseillée pour le challenge 12 livres, 12 amis, où je me suis dit que j'allais essayer jusqu'au bout d'accrocher et de lire les livres parce que c'était des personnes importantes pour moi qui me les avaient conseillés. Mais ça ne l'a pas fait et désolée du coup, Bargain. Bon, en très bonne lecture, l'Assassin Royal, le tome 11, et j'ai lu le tome 12 parce que comme je vous disais, à un moment donné, je savais plus quoi lire. Fin août, j'enchaînais les déceptions, je vais vous en parler. Donc je me suis accroché à une valeur sûre et j'ai lu le tome 12 de l'Assassin Royal. Le tome 11, j'ai adoré, vraiment. Le tome 12, ça a été, je pense, ma meilleure lecture de cette deuxième partie de l'univers. Je les ai... vraiment, je l'ai enchaîné, j'ai adoré, ça a été trop bien. Et pour la petite histoire, on suit toujours les péripéties de Fitz, du fou alias Cire Doré, de Umbré et du prince, qui sont aux prises avec les îles d'Outrien et cette promesse qu'a fait le prince Désir à la Nareshka, donc une femme... un peu comme de la noblesse locale, où il doit tuer le dragon. Et à ça vient s'ajouter du coup des intrigues des aventuriers de la mer. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais franchement j'ai adoré le tome 12, j'ai pleuré. Je n'y crois pas à ce qui s'est passé à la fin, je refuse, ça n'a pas existé. Voilà, venez m'en parler en message privé si vous l'avez lu. Mais du coup, il me reste plus qu'un tome. J'attends un petit peu de finir mes lectures en cours en ce début de septembre pour le lire parce que je peux pas rester sur ça. Je ne peux pas, ça n'existe pas. Je suis dans le déni. Voilà, sachez qu'on est au même niveau que le fameux épisode de La Roue du Temps où je m'en suis toujours pas remise. Vous savez. Donc... Trêve de blabla sur la Saint-Royal et je veux pas vous spoiler plus que ça, mais j'ai vibré du début à la fin avec ce tome 11, mais surtout ce tome 12, j'arrivais pas à le lâcher et je reprends juste ma respiration pour le tome 13 qui clôture l'Assassin Royal. Après, j'aurai plus rien. Enfin, il faudrait que je lise Les Cités de la Mer et Le Fou et l'Assassin, mais je pense qu'on dit adieu à Fitz, je sais pas. Mais je suis pas prête pour ce qui va se produire. Je n'ai pas lu que des livres en numérique, j'ai lu aussi Enfin, il était temps. Mais c'est grâce à House of the Dragon, ça m'a remis le petit coup de boost qu'il me fallait pour commencer Game of Thrones, donc de George R. Martin. Je ne vais plus présenter ce livre, cette série, tout le monde connaît cette saga, voilà l'univers, j'adore. Et je trouve, mais alors après, j'ai jamais revu les épisodes de Game of Thrones, il faudrait peut-être que je le fasse un jour, mais pour moi, il y a très peu de différence avec la série, au moins la saison 1 dans ce premier tome. Oh, qu'est-ce que j'adore, j'adore le Nord, j'adore les Stark, c'est ma famille préférée, on est quasiment qu'avec eux, et j'ai adoré et c'est étrange parce que là pour le coup je connaissais
tout ce qui allait se passer de long en large en travers. Vraiment, j'avais des souvenirs très vivants de la série, mais ça m'a pas empêché d'adorer, vraiment. J'attends de lire le tome 2. Alors moi j'ai le découpage poche, ça va être encore pénible. Je sens que ça va être une histoire comme pour l'Assassin Royal où il y a les intégrales, les découpages poche, les découpages américains. Bref, dans ce format, le tome 2, j'attends de le lire, j'attends de finir les pavesses de fantasy que j'ai commencé début septembre et le lire, et je l'ai écouté aussi en même temps et le narrateur était incroyable. Voilà, je sens que cette saga, je vais la faire un petit peu durer parce que je me suis dit, et je me dis c'est quand même pas trop mal de faire ça. Je voudrais avoir fini de lire Game of Thrones, donc le Trône de Fer, pour le début de la saison 3 d'House of the Dragons qui n'est pas prévu avant 2026. Donc ça c'est l'idée. Comme ça, il me reste toujours un petit peu de choses à grignoter, on va dire ça comme ça, dans cette série. Mais vraiment, j'ai adoré. Après ça, j'ai enchaîné en SFFF, en littérature de l'imaginaire, avec 2 nouvelles. La première, c'était Un paradis à défendre de Brandon Sanderson, qui est le tome 0.5 de la saga Skyward. En gros, c'est une petite nouvelle qui se passe avant tout ce qu'on a on voit ici, dans cette quadrologie maintenant, est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. L'idée c'était avec cette nouvelle, je pense, de comprendre et de développer ce qui se passe aux prémices de ce que Sansa, je crois qu'elle s'appelle comme ça, comme dans Game of Thrones, nous montre au début du livre. Bref, j'ai détesté. Je crois que je n'ai jamais autant détesté un livre récemment que celui-ci. Je me suis ennuyée et ça faisait 80 pages. Je ne sais pas comment on a pu... En fait, je me suis pas du tout intéressée au personnage principal, il m'a pas du tout plu, je savais pas qui c'était, comme c'était une nouvelle, il n'était pas très bien introduit. J'étais dans un monde qui n'est pas le monde de Skyward, qui est un monde qui se passe avant, mais moi j'ai pas trop compris les liens de comment on passe d'un monde qui est celui-ci au monde de Sansa, et bref voilà, il y a un truc qu'il a pas fait, j'ai pas trop compris. J'étais larguée du début à la fin, et les enjeux de la nouvelle, du coup, ne m'intéressaient pas parce que je comprenais pas le monde, je comprenais pas l'univers, je comprenais pas les personnages. Je voyais bien qu'il y avait 2 camps, mais je pouvais pas choisir parce qu'en fait, je savais pas qui étaient les camps dans l'histoire. Bref, j'ai détesté, et j'ai lu les 50 premiers pourcents, donc 40 pages, vraiment de manière appliquée, et après en diagonale, c'était vraiment nul, et j'ai passé une matinée de lecture qui était pas cool parce que franchement 80 pages ça a été un supplice à lire. J'ai enchaîné avec une autre nouvelle parce que c'était ma matinée nouvelle, j'avais ça dans ma palle qui traînait en numérique et je me suis dit allez go, pourquoi pas. J'ai lu Dans la penderie de Michael McDowell qui est une courte nouvelle, elle doit faire 40 pages. Là on va suivre une jeune étudiante qui loue une chambre chez un monsieur universitaire, je sais plus trop ce qu'il fait, je crois qu'il est dans les sciences animalières, voilà, l'étude des comportements des animaux, bref. Et tout le mystère, c'est que dans cette chambre, il y a une armoire, et l'armoire s'ouvre à n'importe quand, à l'improviste, et on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des bruits un petit peu étranges qui font peur, et quand la jeune fille veut ouvrir cette armoire, elle le peut pas. Et tout le mystère est sur ça. En fait, j'ai vu la fin arriver, moi qui ne vois jamais les fins des livres arriver, moi qui me suis toujours surprise, qui suis pas une lectrice qui va enquêter, je me laisse vraiment porter par l'histoire. Là j'ai découvert tout ce qui allait se passer à la moitié du livre et je avais la réponse, et je trouvais ça un petit peu dommage parce que pour le coup je suis facilement surprise dans les livres, j'ai facilement peur, et c'était une histoire un peu horrifique et j'ai pas eu peur du tout. Bref, je me suis un peu ennuyée, alors pas autant que pour Un paradis à défendre, mais quand même je me suis ennuyée. Et depuis Blackwater, j'ai rien lu de cet auteur qui m'a transcendée comme Blackwater. Et peut-être j'ai commencé par sa saga, son livre, on va le prendre au sens large, son œuvre la plus aboutie, mais du coup maintenant que j'y retourne, je suis frustrée. Ça avait fait ça avec Les Aiguilles d'Or aussi. Et j'ai pas lu Cathy, et je suis un peu frileuse à y aller parce que pour le coup, j'ai été déçue de tout ce que j'ai lu après Blackwater. Mais encore une fois, peut-être que c'est son œuvre la plus aboutie et que c'était une erreur de commencer par ça. Et là vous comprenez, hein, j'ai enchaîné temporellement 2 mauvaises lectures. La troisième, celle qui suit, était pas
incroyable. J'ai décidé de lire Les Oiseaux du Temps, alors écrit par, je me remis de mon carnet, Amal El-Motar et Max Gladstone, qui était la lecture commune du Galactic Book Club de Snowza, donc du mois d'août, et aussi une lecture chouchoute de Morgane. Et je me suis dit, allez, c'est un petit livre, je crois qu'il fait 150 pages, on y va. Et en fait, pareil, je me suis un petit peu ennuyée pour la même raison que pour Diamant de Vincent Tassi. Oui, ça a été un mois compliqué niveau lecture en SFFF. Ça a été très hétérogène. Heureusement que la littérature blanche va un petit peu rattraper tout ça par la suite. Je vous disais, comme pour Diamant, Les Oiseaux du Temps, c'est une histoire qui est magnifique et je l'ai vue, mais qui ne m'a pas touchée. Moi, j'ai pas ressenti ces émotions. Déjà, j'étais perdue au début. Voilà, il y a un dialogue avec un personnage qui, les réponses, on dirait que c'est pas les réponses aux questions attendues. Enfin, c'est un décalage qui m'a un peu laissé de marbre au début. Et moi, j'ai pas compris le début de l'histoire. Donc, voilà ce que j'ai compris. Sachez qu'il y a énormément d'analyses sur Internet. Je pense que c'est un roman qui foisonne de symboles et qu'il faudrait relire des centaines de fois et étudier attentivement pour tout bien comprendre. Parce que c'est que des symboles de couleurs, des symboles de mots, de paroles, Voilà, c'est très symbolique et je pense que je n'avais pas largement, pas toutes les clés d'analyse de ce récit et que peut-être ça m'a laissé hermétique à ce que je lisais. Peut-être. Donc on a deux espionnes, je sais même pas si c'est les bons termes, et qui peuvent distordre le temps et voyager dans le temps et modifier la réalité en fonction des actions qu'ils et elles font à certaines périodes temporelles. Mais il y a aussi des univers alternatifs. Débrouillez-vous avec ça, j'ai pas plus compris que ça. J'ai trouvé que, alors c'est un angle de la science-fiction plutôt classique, vu et revu, mais j'ai trouvé que ça avait beaucoup d'écho à Umbrella Academy, en tout cas la série, et que ça m'a aidé étrangement à peu près appréhender ce monde. Voilà, je sais pas si c'est un lien que mon cerveau étrange a fait, ou si c'est un vrai lien, mais je vous livre ça comme ça. Et ces deux personnes vont tomber amoureuses et s'écrire des lettres alors qu'elles sont dans deux camps différents, qu'elles ne recherchent pas la même chose. Pour moi, j'avais en plus les couleurs bleues et rouges, ça faisait très écho à, pour moi, la guerre froide, mais c'est peut-être très superficiel comme analyse. Sur Internet, j'ai vu des analyses en termes de nature-culture, en termes de construire très rapidement donc la technologie plutôt, et de l'autre côté plutôt une nature qui prendrait son temps pour reconstruire, donc des questions de temporalité. Et donc ces deux personnages vont s'écrire des lettres d'amour qui sont magnifiques mais remplies encore une fois de symboles et donc qui sont, je trouve, assez difficiles à bien déchiffrer. Et il va se passer cette histoire d'amour. Et je trouvais que cette histoire d'amour était vraiment très jolie. Mais comme j'étais pas attachée aux personnages, comme j'avais beaucoup de mal en plus à les distinguer, comme j'avais beaucoup de mal, non pas à les distinguer, je savais qu'en bleu et qu'en rouge parlait, mais comme j'avais beaucoup de mal à les distinguer en termes de traits de caractère, de motivation, de quête, je trouvais que ça faisait perdre à l'histoire d'amour de sa valeur et de la force par rapport à ce qu'on pouvait ressentir. Pour moi, c'est encore une fois une lecture qui est trop foisonnante, il y a beaucoup de symboles, j'avais pas toutes les clés de compréhension et je tiens à le redire. Je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses dans le roman et en même temps, j'ai pas eu envie de creuser par la suite, donc j'ai lu l'article qui a été mentionné dans le book club. Je l'ai lu, mais ça m'a pas donné envie de relire le livre. Je pense que c'était trop poétique, un peu comme Diamant de Vincent Tassi. En tout cas, c'était pas ma poésie, c'était pas quelque chose qui allait me faire vibrer, et tant pis, je l'accepte. Quand je vous disais que c'était un mois de lecture compliqué, voilà, on y est. Et donc heureusement, après ça, j'ai fini avec l'Assassin Royal, le tome 12, mais j'en ai déjà parlé. Voilà pour mes lectures de SFFF assez compliquées. Remercions les valeurs sur Game of Thrones et l'Assassin Royal de Robin Hobb. Bref, passons à la littérature blanche, c'était beaucoup mieux. J'ai commencé le mois, enfin en tout cas quand je suis rentrée des États-Unis, en lisant Yellowface de Rebecca F. Kuang, qui est l'autrice de Babel aussi. Et j'étais très hypée par le lire parce que je l'ai vu partout aux États-Unis. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de le lire parce que je savais qu'il était chez moi. Je sais pas si j'ai aimé, j'ai pas détesté en tout cas. J'ai pas aimé, je suis dans une sorte d'entre-deux. Par réflexion, je me dis que c'est peut-être là où l'autrice voulait m'amener. Je m'explique. Yellowface, l'histoire est peut-être connue, c'est une jeune femme qui s'appelle June et qui est blanche, et c'est très important pour la suite de l'histoire, qui est pote
ou en tout cas qui relationne, elle n'est pas amie au début, avec Athena Liu, qui est sino-américaine. Je crois qu'elle est d'origine chinoise. Et Athena, c'est une autrice à succès, vraiment. Et elle a une habitude d'écriture, c'est qu'elle ne parle à personne de ce qu'elle écrit, et elle écrit que sur une machine à écrire. Donc en fait, tant qu'elle n'a pas décidé de l'envoyer à son éditrice, personne n'est au courant de ce dont elle écrit. Et elle va mourir brutalement, et June, elle va essayer de la sauver, mais elle meurt et June décide de lui voler son manuscrit, de le retravailler et de le publier en son nom, en nom de Dieu. À partir de là, il y a 3 histoires dans le livre, enfin 3 couches d'analyse que j'ai trouvées hyper intéressantes. Il y a tout d'abord toutes les questions autour des droits d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire être droit d'auteur? Est-ce que June, elle avait le droit de faire ça? Le manuscrit d'Athéna, il n'était pas terminé, mais c'était les idées d'Athéna. Et June, elle l'a retravaillé, elle l'a terminé, mais du coup, à qui appartiennent les droits d'auteur, d'autrice en l'occurrence? Est-ce qu'ils appartiennent aux deux ou pas? Est-ce que June est une voleuse? Est-ce que finalement, comme elle a fini et peut-être sublimé l'œuvre d'Athéna, est-ce que finalement ça serait pas elle l'autrice de ce livre? J'ai trouvé que ces questions autour des droits d'auteur étaient vraiment très intéressantes et qu'en tout cas on ouvrait une brèche en termes de juridiction qui me semblait intéressante, notamment d'ailleurs dans un contexte d'utilisation des intelligences artificielles dans le monde de l'écriture. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Deuxième couche d'analyse, c'est le Yellow Face, d'où le titre du livre. Athéna est sino-américaine et elle écrit sur une histoire des travailleurs chinois qui, pendant la Première Guerre mondiale, sont envoyés de force et du fait de mensonges par les forces britanniques pour aller combattre, je sais plus, je crois sur le front français. Mais je suis plus sûre. Et donc Athéna, elle écrit de sa posture d'origine chinoise et avec une famille chinoise, etc. Et donc elle écrit et elle serait légitime à écrire du fait de ses origines, alors que June, elle est blanche et en plus elle transforme son nom de famille pour se faire passer, pas pour se faire passer explicitement, mais pour laisser le doute comme quoi elle serait d'origine asiatique. Et elle écrit du coup, elle, de son point de vue blanche. Et donc il y a beaucoup de questions autour de l'appropriation culturelle, des questions autour de qui a le droit d'écrire sur quoi. Est-ce qu'en tant qu'écrivaine, on a le droit d'écrire sur tout, y compris sur des choses qu'on ne connaît pas? Est-ce que finalement il y a tellement d'écrivains et écrivaines blanches et blancs que les voix des minorités sont tellement mises à la marge que finalement il faudrait laisser ces sujets-là aux personnes minorisées. Et toutes ces questions-là sont hyper importantes parce qu'elles vont très vite se transcender en qu'est-ce que c'est que le racisme et est-ce que ce que fait June, c'est raciste ou pas? Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais en même temps, et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que ces questions sont hyper intéressantes. Et c'est ça que j'avais envie de lire. Mais comme l'autrice n'y répond pas et écrit surtout du point de vue de June qui se remet pas trop en question quand même, pas toujours. On n'a pas de réponse franche et je trouve que c'est là où c'est très fort parce qu'elle arrive, Rebecca Kuang, à nous faire douter en fait de nos certitudes et de ce qu'on sait que la situation elle est raciste, mais comme elle écrit du point de vue de June, une femme blanche qui essaye en plus de se défendre vu qu'elle est accusée d'avoir volé le manuscrit, etc. Elle nous fait douter de nos certitudes et j'ai trouvé ça très fort littérairement. J'ai trouvé vraiment ça intéressant, mais du coup, si on met ce livre entre les mains de n'importe qui, ça peut confirmer des biais racistes. Et j'ai trouvé ça dommage parce que finalement, à jouer sur la ligne embrouillée, elle embrouille la ligne. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais du coup, j'en ai ressorti avec une sensation un peu de malaise parce que je me suis dit, waouh, est-ce que finalement je ne doute pas qu'elle condamne le racisme et notamment les micro-agressions racistes qui sont l'objet de ce livre-là. Mais elle ne le fait pas pour moi suffisamment de manière explicite pour que ça soit clair pour tout le monde. Bon. Mais c'est peut-être moi qui imagine un problème là où il n'y est pas. Et troisième niveau d'analyse de ce livre que j'ai bien aimé, c'est tout le monde de l'édition. Parce que du coup, on va suivre un roman du moment où il est écrit jusqu'à sa publication et la suite. Et j'ai trouvé ça intéressant d'en apprendre davantage sur ce milieu littéraire que je connais finalement très mal, ce milieu de l'édition. Et aussi la critique assez bourdeusienne qu'elle peut faire de ce milieu de l'édition où en fait on va choisir grâce à l'entre-soi, une personne
non pas parce qu'elle a écrit intrinsèquement le meilleur ouvrage, mais parce que cette personne elle a des chances d'être starifiée. Et j'ai trouvé que cette critique était vraiment excellente et très intéressante. Donc j'en ressors en me disant que c'était un bon livre, vraiment. J'aime bien, j'ai beaucoup plus apprécié que Babel. Et on retrouve les thèmes qui sont forts et que j'ai aimé dans Babel, à savoir la lutte contre l'antiracisme, mais surtout l'intersectionnalité qui peut exister et qui doit exister entre les variables de genre, de race et de classe. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais il y a ce petit truc un peu de malaise qui est resté et d'amertume et j'ai pas pu m'en détacher. Donc ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. J'ai enchaîné avec Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Tour du monde sur le Japon. Et là encore, c'était une lecture conseillée par Soumaya dans le cadre du challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé à ma maman pour qu'elle le lise et j'espère qu'elle va aimer autant que moi. Je peux toujours pas résumer le livre sans spoiler et c'est bien embêtant, mais on va se réessayer à l'exercice. En fait, on va suivre Cathy, je sais plus, une jeune fille. Il faut vraiment que les prénoms, je les retienne davantage. Une jeune fille qui est dans une sorte de pensionnat anglais, mais on voit bien que c'est mystérieux quand même au début. On a cette temporalité où elle grandit dans le pensionnat avec une forte dimension d'apprentissage autour de l'art et beaucoup de mystères que lui font les gardiens et les gardiennes. Déjà rien que le nom utilisé, ça induit des choses. Et on a une temporalité où elle est adulte et où en fait on a ses amis du pensionnat qui vont faire des dons. Donc passez un tout petit peu si vous voulez pas être spoilé, mais en fait les thèmes abordés dedans c'est l'eugénisme, la bioéthique. En fait on va faire des clones de personnes vivantes et ces clones ça va être les enfants que nous on va suivre dans le pensionnat et qui vont se développer et ils sont par exemple stériles et leur seul objectif dans la vie c'est d'être une usine à pièces détachées pour les personnes qu'on a clonées. Ces personnes, si elles ont besoin d'un rein, on leur donne un rein, etc. Donc il y a toute cette dimension-là dans le récit qui est hyper intéressante, notamment du fait de la construction où on apprend les choses au fur et à mesure. Et du coup, ça nous fait, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, ça nous fait revenir en arrière pour se dire « Ah, mais c'est ça en fait !» Et ça, j'ai adoré, vraiment. La construction littéraire était incroyable. Malgré quelques passages un peu plus lents, ça a vraiment frôlé le coup de cœur. C'était magnifique dans cette construction. Encore une fois, je pense que c'était la chose la plus incroyable que j'ai lue récemment en termes de construction littéraire. Et le thème abordé était intéressant. Et surtout, quand on sait quand est-ce que ça a été écrit, donc après la Seconde Guerre mondiale, après plein de débats dessus. Et Kazuo Ishiguro aborde ce débat rajoutant un dernier élément qui est l'art, à savoir que si on fait autant travailler ces jeunes personnes autour de l'art, c'est pour réfléchir sur est-ce que finalement ça serait juste comme des pièces détachées et donc il n'aurait pas de moralité, il n'aurait pas d'humanité et donc une âme, c'est l'idée qu'il y a derrière, ou est-ce que grâce à l'art on peut aller cultiver ça chez eux et chez elles et finalement les montrer, les représenter comme des personnes humaines aux yeux de la société qui en fait les rejettent. Et si oui, il y a une nouvelle question qui est posée. Si oui, est-ce que finalement ça les sert ou est-ce que ça les dessert? Est-ce que finalement si on arrive à les représenter comme des humains et des humaines, ça va pas juste accentuer le phénomène où il va y avoir de plus en plus de clones pour les personnes qui peuvent se le permettre? Ou est-ce que ça sera une manière de mettre fin à ce système-là? Il n'y a pas de réponse à ce débat. D'ailleurs, les personnages ne sont pas d'accord entre eux et entre elles, surtout. Et encore une fois, ce livre est incroyable. J'ai envie, comme je vous le disais dans ma vidéo Tour du monde sur le Japon, d'aller lire tout ce qu'a fait cet auteur parce que c'était incroyable. Et petit bonus, pour moi, ce livre représente parfaitement la littérature japonaise, donc c'est aussi une bonne porte d'entrée dans cette littérature. Et dernier livre que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, il s'agit de Frapper l'épopée d'Alice Zeniter, qui est un livre de la rentrée littéraire, ou en tout cas de début août. Vous savez qu'Alice Zeniter est une de mes autrices préférée et c'est une autrice française. Et Frapper l'épopée, ça a été une rencontre. En fait, en lisant le résumé, je me suis dit waouh, ça va trop me plaire et c'est ce qui s'est passé. En fait, dans ce résumé, on retrouve tout ce qui fait pour moi la force d'Alice Zeniter dans ses derniers écrits, notamment dans L'art de perdre sur la guerre d'Algérie, entre autres, et Comme un empire dans un empire sur le militantisme d'extrême gauche. Elle arrive à s'emparer d'un sujet de société très difficile et de nous montrer en quoi c'est difficile.
et de nous dire bah voilà, maintenant que tu sais ça, un peu débrouille-toi et fais-toi ton opinion dessus. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on flirte avec l'essai, même si j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ici, dans Frapper l'épopée, on va suivre Tass, qui est une jeune femme, professeure de français contractuel. Et du coup, elle revient sur la situation des profs contractuels et des profs en général. C'est parfait, merci à Lisa Nitter. Et donc Tass, elle est calédonienne, et après une rupture avec son copain qui vit en métropole, elle va vivre tout un été en Nouvelle-Calédonie, ce qu'elle n'a pas fait récemment parce qu'elle allait rejoindre son copain de l'époque en métropole. Donc on va suivre Tass, dont on ne connaît pas trop au début la couleur de peau, et ça va être important pour la suite de l'histoire. Et Tass donc est professeure de français et elle a des jumeaux dans sa classe, une fille et un garçon, et du jour au lendemain ils disparaissent un petit peu subitement alors que c'est des bons élèves, et ces deux élèves sont Kanaks. Et comme ils sont Kanaks, on va de suite faire l'amalgame avec s'ils disparaissent, c'est parce que c'est des criminels. Et on a un deuxième point de vue dans l'histoire qui est le point de vue de 3 personnes Kanaks qui créent un groupe pour se révolter, mais pacifiquement. Et grâce à ça, on va aborder du coup la cause kanak. Pendant les 2 premiers tiers du récit, j'ai été attachée au point de vue de Tass. J'ai trouvé ça intéressant de découvrir l'archipel sous son regard, avec son parcours qui est quand même le parcours d'une femme qui a vécu aussi en métropole, le parcours d'une prof qui a à peu près le même âge que moi, donc c'était très facile de m'identifier à Tass et j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, c'était facile, je pense, pour l'autrice de nous faire découvrir la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, grâce à elle. Le deuxième point de vue, donc de ces 3 Kanaks, m'a un petit peu moins intéressée au début parce que je savais pas trop où ça allait arriver. Aux 2 tiers du récit, il se passe quelque chose qui est pour moi incroyable. Elle arrive à faire un lien avec un de ses autres ouvrages et à partir de là, j'ai trouvé ça bouleversant. Je m'y suis encore plus attachée à Tass. En fait, comme un peu ce que je vous disais pour Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, ça nous a fait revenir en arrière sur la temporalité et nous dire « Ah, ok, je comprends mieux, j'arrive à faire des liens, j'ai plus d'empathie pour les personnages. » Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que le récit, à un moment donné, prenait une nouvelle envergure qui était incroyable. Et donc, à partir de là, on bascule un petit peu plus sur ce qui m'avait manqué dans les 2 premiers tiers du récit, à savoir on apprend davantage de choses sur la Nouvelle-Calédonie, sur son passé, et du coup sur ce qui se passe avec les Kanaks, sur la cause kanak, et sur le conflit latent et ouvert de plus en plus entre le gouvernement français et les Kanaks. On parle aussi du passé de l'île, de son passé pénitentiaire, du racisme qu'il y a sur l'île et du racisme qu'on a implanté avec le système colonial, et j'ai adoré en apprendre davantage sur l'île. Ce qui fait que de ce récit, c'est une excellente porte d'entrée si vous connaissez pas grand chose à la situation kanak. Et si vous connaissez des choses, c'est un super récit parce qu'à la fin, on a un truc incroyable. Voilà, les éditeurs, j'adore. Et là, ça vient encore le prouver, la prouesse littéraire de cette autrice. À la fin, on a un double sentiment. Donc on parle de cette révolution kanak, et on arrive à la double conclusion, alors qu'il se tient pas, hein, les deux se tiennent pas ensemble, et c'est ça que j'ai trouvé très fort. On a d'un côté l'idée d'espoir, que tout peut s'arranger, que la situation pour les Kanaks va s'arranger, qui vont réussir à s'échapper et à recréer une autre société moins raciste. Donc on a de l'espoir pour eux, et de l'autre côté, on n'a pas du tout d'espoir. On se dit mais c'est pas possible, en fait, comment on va pouvoir apaiser la situation et, pour reprendre les mots de certains, créer du vivre ensemble entre les différentes communautés qui peuplent l'île. Et on n'a pas de réponse, l'autrice ne tranche pas. Et ces 2 hypothèses sont correctes, on pourrait s'imaginer un mieux et un moins bien. Et finalement, c'est assez militant parce que c'est à nous d'agir pour, notamment en votant pour des politiques qui favoriseraient telle ou telle politique pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai vraiment aimé et je vous le conseille très fortement, notamment pour aller découvrir ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, comprendre ce qui se passe, et aussi pour tout le côté militant de l'ouvrage avec la dimension antiraciste, anticolonialiste qui se dégage de l'œuvre, qui sont des thématiques chères à Lisa Nitter parce qu'elle en parle dans L'Art de perdre et Comme un empire dans un empire. Mais ici, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle va se saisir de quelque chose qui est en marge de la littérature, donc à savoir ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et avec les Kanaks. Donc voilà pour ce bilan lecture du mois d'août, 11 livres lus,
des grosses déceptions, des livres qui ont frôlé le coup de cœur, Auprès de moi toujours, L'Assassin Royal, Frapper l'épopée. Vraiment, j'ai adoré ces livres que je viens de rementionner. Je vous les conseille fortement. Voilà pour le mois d'août. Bon, maintenant il est temps de ranger les petites robes d'été et de repartir pour l'hiver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture du mois d'août. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!